après la présentation de Guillaume, donc Guillaume Cellier du Parc national de Porquerolles. Bien, merci. Chers amis, d'abord, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Je vais dépasser un peu le concept protection-développement. D'abord, quelques chiffres en guise d'introduction. Les premiers, si vous appelez Milton Friedman un monétariste, le parc national de Porquerolles, c'est 70 millions d'euros à l'économie locale. Maintenant, si vous êtes un disciple de l'école des choix publics de Chicago, vous arrivez à 130 millions. Maintenant, si vous appelez Karl Marx et que vous rédigez le tome 4 du Capital, là, vous êtes donc sur une conception plus philosophique de l'économie, avec donc une intégration plus globale, et là, vous êtes à 170 millions d'euros. Tout ça pour vous dire que la quantification d'une valeur économique d'un écosystème est extrêmement difficile à aborder, et pour paraphraser ce que disait Francis Blanche dans Les Tontons Flingueurs, quand un des frères Wolfoni lui demandait s'il y avait de la pomme dans l'agnole du Mexicain, il lui répond « il y en a », mais sans être capable de lui dire si vraiment il y en avait ou pas, et en tous les cas, à quelle proportion il y en avait. Alors, attendez, je regarde la boîte magique, c'est bien ça. Alors, je dépasse ce concept, pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a une chose qui est importante, ça a été évoqué dans les débats précédents, c'est l'adhésion de la population à un projet de territoire. C'est-à-dire que la notion de protection d'un espace ne doit pas être considérée comme uniquement en termes de réglementation, dans une opposition entre l'homme et la nature, mais véritablement dans le sens d'une plutôt adéquation, adhésion de l'ensemble d'une population à un projet de territoire. Et je vais vous expliquer un petit peu, donc très rapidement, l'expérience du Parc national de Porquerolles, parce que c'est intéressant, parce qu'on a vraiment une vision dichotomique de cette histoire. En l'espace de 3 ans, vous verrez que les choses ont radicalement changé. Alors Porquerolles, à chaque fois, c'est considéré comme effectivement le grand frère, etc. Je vous avoue que ce concept-là me saoule un peu, parce que moi, en tant que directeur, j'ai autant à apprendre de vous, et notamment des jeunes aires marines protégées, et je le vois à l'aune un petit peu de nos échanges au sein de MEDPAN, que vous avez à apprendre de nous. Donc il n'y a pas d'honneur de leçon dans l'histoire. Mais Porquerolles 1963, c'est ce petit caillou que vous voyez ici, et qui s'est construit à coup de réglementation, et monsieur le modérateur est bien placé pour en parler, puisqu'il a quand même exercé pendant pas mal de temps. Et ça s'est fait à coup de réglementation et d'opposition, finalement, d'un espace qu'on voulait protéger contre des acteurs locaux. Alors, ça a donné ça lorsqu'il a fallu élargir le territoire, c'est-à-dire que du jour au lendemain, par un coup de baguette magique, le gouvernement a demandé à l'établissement public de multiplier son espace par 75, et faisant preuve d'angélisme, pensant que ça allait bien se passer. Alors les premiers résultats, vous les voyez là. Effectivement, ça c'est décembre 2010, avec effectivement des CRS pour protéger les membres du conseil d'administration du 22 décembre. Donc voilà, on part de là, en 2011, et on doit construire ce projet de territoire qu'est la charte. Alors je vous avoue que partir dans ces conditions-là, c'est pas facile. Surtout qu'en plus, il y en a d'autres qui ont écrit quand même pas mal de choses, des plans de gestion avant nous. Et donc, on est un peu comme les parvenus au Moyen-Âge, qui arrivaient derrière les compagnies anglaises ou françaises. Il ne restait plus rien à nous mettre sous la main. Et donc, en termes de légitimité, quand vous arrivez après, effectivement, toute une série d'acteurs locaux, c'est un peu compliqué quand même de vendre un projet commun. Mais on a décidé de développer un projet de territoire dans sa globalité, c'est-à-dire de ne pas se concentrer sur des espaces naturels, mais de considérer que finalement, l'homme, la nature, espace urbanisé et espace naturel forment un tout qui est pas homogène, mais qui est global. Et c'est une erreur de considérer qu'il faut préserver des espaces naturels et puis ne pas s'occuper des espaces urbanisés. Alors vous avez les 6 axes de l'ambition de la charte qui traduisent quelque part cette prise en considération globale du territoire, avec des axes économiques, des axes de préservation de l'environnement
et des axes aussi qui nous paraissent vraiment essentiels, que sont la recherche et l'éducation à l'environnement. J'ai l'habitude de dire, chaque euro dépensé par la collectivité dans l'éducation d'un enfant, c'est 99 € que demain la collectivité économisera. Alors ça, ce sont les acteurs. Ça, là, vous avez ceux qui ont écrit la charte. La charte n'a pas été écrite en chambre au sein de l'établissement, mais elle a été écrite par une centaine de personnes dans le cadre d'ateliers. D'ailleurs, vous reconnaissez la représentante de l'Agence des aires marines protégées qui est au milieu, là, accroupie. Elle a été écrite en l'espace de 6 mois. C'est ça, Nicolas? 6 mois. On a fait 1100 propositions et là, ça vous donne un peu une idée de la dynamique. Alors, 1100 propositions, l'objectif, c'est pas de rentrer dans le livre Guinness des records, mais surtout, c'est de vous montrer la dynamique de groupe qu'on a réussi à mettre en place. Et ça, je crois que c'est important, c'est une des clés de la réussite, c'est mettre en place une dynamique de groupe. Alors, les résultats, ils sont là. Le résultat de l'enquête publique sur la charte, c'est 95% d'avis favorables sur le projet de charte. Et dans les 95% d'avis favorables, ce n'est pas que les associations écolos qui se sont mobilisées. On a regardé parmi les 617 contributions, c'est un panel relativement objectif des différentes composantes de la société civile. C'est ça qui est important. C'est-à-dire il y avait des acteurs économiques qui se sont prononcés, il y avait des acteurs sociaux, des instituts culturels, etc. Et au total, ça faisait 95% d'avis favorables avec un taux de participation relativement intéressant. Alors les enseignements, ce qui est intéressant parce que ce que disait d'ailleurs Céline tout précédemment, c'est-à-dire il faut s'interroger un petit peu sur les conditions. Ici, on est tous convaincus du bien fondé de la valeur économique d'un espace naturel. Donc, ce n'est pas moi qui vais vous convaincre, puisqu'en fait, j'ai déjà un parterre de gens extrêmement convaincus et dynamiques. Mais le tout, c'est de savoir comment passer ce message à la société civile qui, de plus en plus, avec Internet, avec la crise économique, il faut le reconnaître, vit dans l'immédiateté et dans la satisfaction directe et personnelle de besoins individuels. Alors d'abord, bon, certains auront reconnu Fernand Braudel, il faut connaître le territoire. Alors Mourad parlait tout à l'heure du sud de la Turquie. Fernand Braudel l'écrit dans la Méditerranée lorsqu'il dit que les montagnes du Taurus viennent plonger dans la mer Méditerranée. Eh bien, Fernand Braudel, lorsqu'il écrit l'histoire de la Méditerranée, il commence d'abord par les territoires avant de parler des hommes. Et ça, c'est important parce qu'on retrouve Montesquieu. Le territoire a tendance quand même à façonner l'homme. La Provence de Giono n'est pas la même que celle de Marcel Pagnol parce que ce n'est pas du tout le même type de territoire et donc par conséquent le provençal décrit dans Giono, mais ce n'est pas le même que celui de Marcel Pagnol. Bien comprendre la loi et en revenir aux fondamentaux. Alors, l'administration, un préfet me disait, je ne citerai pas, il me disait c'est chiant. Oui, si on applique à la lettre. Il faut reprendre l'esprit de la loi, je reprends Montesquieu à nouveau, et revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on cherche au travers de la loi? Et la nature est un être consubstantiel de l'homme. C'est pas moi, c'est Platon. Ah, pardon. C'est Platon qui l'a écrit. Et on n'est pas dans cette opposition entre l'homme et la nature. Porquerolles, pendant 30 ans, 40 ans, s'est construit sur cette opposition entre l'homme et la nature, et ça a conduit aux oppositions que vous avez vues en introduction. L'homme est un être consubstantiel de la nature, c'est-à-dire qu'en voulant sauver la nature, on sauve l'homme, et on ne peut pas séparer l'homme de la nature. S'interroger sur l'intérêt de la loi pour le territoire, parce que pour adhérer, effectivement, il faut que tout le monde y trouve un compte. Et puis aussi, il faut changer d'approche. Alors ça, c'est l'approche classique de l'action publique, dans une relation causale bijective. Une cause, un effet. L'application littérale de la loi. C'est la quantification. C'est ce que Thomas évoquait tout à l'heure, en disant, ben voilà, on a les effets bénéfiques, et puis on s'attribue les effets bénéfiques. La réalité, c'est pas ça. La réalité, elle est là. Alors, certains auront reconnu les espaces à 11 dimensions de Calabi-Yau. C'est le passage, effectivement, de la géométrie euclidienne aux espaces topologiques. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a une réalité où on a un ensemble de causes et un ensemble d'effets.
Et nous avons pris le pari au Parc national de Porquerolles, au lieu d'essayer de quantifier à la virgule près, savoir, ben voilà, si je protège 1 m² de plus d'espace naturel, quel bénéfice j'aurai en retour en termes économétriques, je vous avoue sincèrement que j'en ai rien à cirer. Le sujet n'est pas là. L'objectif est de créer une dynamique de groupe de manière à ce que demain soit mieux qu'aujourd'hui et qu'aujourd'hui soit mieux qu'hier. Et c'est l'influence de Gaston Bachar. C'est le principe d'incertitude de Heisenberg, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas finalement déterminer de manière précise. Là, alors ce n'est pas la vitesse et la position d'un électron dans ce cas présent, mais c'est effectivement ce lien de causalité que l'on a entre une mesure réglementaire et puis ses effets bénéfiques. On ne pourra jamais le quantifier. Celui qui vous dit ça, à mon avis, je crois qu'il est un peu présomptueux. Deuxième élément qui est important, c'est au-delà de cet aspect, je dirais, d'approche, quelque part, de la réalité, c'est poser les bases d'une nouvelle gouvernance territoriale. C'est-à-dire, ce n'est pas le Parc national de Porquerolles qui décide, dans sa tour d'ivoire, de régenter le monde. Moi, Parc national de Porquerolles, maître du monde, non, ce n'est pas ça. C'est une action collective. Alors là, vous avez le théâtre d'Épidore, qui me semble être effectivement le bon rappel de la démocratie athénienne, via différents moyens, puisque le théâtre était un système d'éducation, Échille, Sophocle et Euripide ont éduqué le citoyen athénien au même titre que les discours de Solon. Eh bien, c'est ça. Et cette gouvernance territoriale, elle est conceptualisée dans le Parc national de Porquerolles par le Conseil économique, social et culturel, mais nous l'avons véritablement institué en tant qu'acteur premier de cette gouvernance territoriale, et ça me paraît être essentiel pour la réussite de cette dynamique de territoire. Et puis la construction du projet, c'est au travers d'une dialectique au sens philosophique du terme. C'est-à-dire que, effectivement, au début, vous avez des oppositions entre les plongeurs, les pêcheurs, entre les pêcheurs de loisirs et les pêcheurs professionnels. Eh bien, le tout, c'est que le projet ne se construise pas à travers une discussion de café du commerce où c'est celui qui gueule le plus fort qui a raison, mais c'est plutôt, et ça c'est notre rôle en tant que gestionnaire d'aires marines protégées, d'essayer de trouver via ce que Socrate appelait la maïeutique, l'accouchement, c'est-à-dire finalement le plus petit commun dénominateur qui fera que l'ensemble de ces intérêts divergents à un moment donné vont aller dans le même sens. Et puis enfin, alors ça c'est le seul non méditerranéen que j'ai cité, je ne suis pas du tout kantien, alors rassurez-vous, mais Emmanuel Kant, dans son analytique transcendantale, explique que finalement, derrière la réalité, alors il va beaucoup plus loin que Platon dans le mythe de la caverne, dans la République, mais il explique qu'il y a une réalité que la raison va essayer de chercher. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a une réalité, mais on a une approche tangentielle, asymptotique, pardon, c'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à la décrire. La physique, quelle qu'elle soit, la cosmologie, etc., est avant tout une interprétation de la réalité. Ce n'est pas la réalité. Et ça, je crois que lorsqu'on bâtit des modèles, comme l'a expliqué Thomas, c'est une interprétation schématisée, simplifiée de la réalité. Donc, il faut être extrêmement prudent sur les chiffres, sur les modèles, avoir toujours cette analyse itérative de façon à ne pas se transformer en dogmatisme. Alors là, la dernière chose, c'est la complexité du monde. Alors la photo, c'est vrai, c'est un chou que vous voyez, mais c'est surtout que, en fait, au-delà de l'aspect de s'introduire dans une analyse dynamique, c'est-à-dire intégrer le paramètre temps comme un tenseur dans vos équations personnelles, il y a également une nécessité de changement d'échelle. C'est-à-dire que la problématisation des thématiques n'est pas la même en fonction des échelles. Et donc là, quoi de mieux qu'un chou pour représenter les fractales, que vous aurez reconnus. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que
le gestionnaire d'espaces marins doit également avoir à l'esprit la nécessité de poser ces problématiques aux différentes échelles qu'il a à gérer. Différentes échelles, c'est-à-dire une échelle collective d'une fédération de plongeurs, mais également l'échelle aussi individuelle de chaque plongeur pris. Et ça, je crois que c'est important. Et puis enfin, la dernière chose, c'est donner au projet des réalités, parce qu'on est allé assez loin dans les concepts philosophiques et mathématiques, mais derrière, c'est avant tout une aventure humaine, et ça, je terminerai par ça. La gestion d'une aire marine protégée, avec les espoirs qu'elle suscite, c'est avant toute chose, avant toute réglementation, avant tout concept, etc., la capacité du gestionnaire à emmener avec lui les acteurs du territoire. Et ça, je crois que c'est important. Et c'est une aventure humaine avant tout. Nicolas parlait tout à l'heure de passion. Alors, peut-être de la passion, de l'empathie, sûrement. Et je crois que ça, c'est extrêmement important, qui fera que demain, eh bien, chacun des acteurs trouvera un intérêt et trouvera finalement légitime le fait de participer à cette action collective qui est merveilleuse et qui me motive à chaque fois à venir auprès de vous sur cet intérêt de gérer les espaces maritimes pour un bien qui est à venir, qui est non quantifiable, mais qui est certain. Merci. Merci Guillaume. Quel voyage! Je crois qu'aujourd'hui, finalement, la nature nous a fait voyager à travers toutes les disciplines qu'on pouvait imaginer.